Étranger. Je me souviens de l'instant précis où j'ai compris que je n'étais pas seulement une victime, mais l'architecte de mon propre stratagème retors. C'est arrivé environ 2 mois auparavant, juste après la coupure de courant programmée dans notre quartier. Celle qui a irrévocablement tout changé. Au début, on pourrait supposer que ma femme, Ellie, était la seule antagoniste, car je l'ai surprise en train de fréquenter sournoisement notre voisin, Eduardo. Il conspirait pour profiter de mon assurance vie en orchestrant ma disparition pour qu'elle apparaisse comme un accident parfait. Cependant, voici la vérité. Nombreuses sont les personnes qui ne comprennent pas les couches complexes de la manipulation. Parfois, la victime perçue est, en réalité, celle qui manœuvre stratégiquement les pièces sur l'échiquier. Permettez-moi de revenir en arrière. Je suis rentré chez moi plus tôt un soir parce que mon compagnon avait annulé nos plans. J'avais passé une journée éprouvante. Mon travail m'exaspérait, nos finances étaient précaires et la passion dans mon mariage était pratiquement inexistante. Franchement, j'étais d'humeur exécrable. Néanmoins, je me souviens distinctement avoir levé les yeux au ciel face au dysfonctionnement de l'ouvre-porte de garage, avoir murmuré entre mes dents et être entré par l'entrée latérale de la maison. L'électricité était coupée. Cette panne avait été annoncée depuis plusieurs jours, conséquence de travaux de maintenance sur le réseau dans notre localité. J'ai négligé d'envoyer un texto à Ellie pour l'informer de mon arrivée anticipée. La batterie de mon téléphone était dangereusement faible, pratiquement à plat. Un timing impeccable, n'est-ce pas? Et dans l'obscurité, j'ai discerné la voix de ma femme. Elle n'était pas seule. J'ai perçu les tonalités feutrées d'une autre personne, que j'ai reconnue comme étant celle d'Eduardo. Il avait emménagé à côté il y a environ 1 an, récemment divorcé. Il paraissait affable. Nous lui avions prêté des outils et l'avions invité à des rassemblements informels autour d'une bière. Ellie agissait invariablement de manière exceptionnellement affectueuse en sa présence, ce qui m'irritait. Cependant, je n'y ai jamais mis l'accent excessivement. Ce soir-là, debout dans le couloir, j'avais du mal à déchiffrer leurs paroles. Mon cœur résonnait avec une telle intensité qu'il recouvrait presque leur voix. Néanmoins, j'ai quand même saisi l'élément crucial. Une fois que l'assurance aura compensé son accident le mois prochain, Ellie a articulé dans ce chuchotement élevé qu'elle emploie quand elle s'efforce d'être excessivement charmante, toi et moi pourrons enfin être ensemble. Ensuite, il y a eu un cliquetis de verre à vin, comme s'il trinquait à ma disparition. J'ai senti ma tête devenir fébrile, puis glaciale, puis remarquablement calme. On pourrait s'attendre à ce que j'entre en trombe en renversant des meubles, mais quelque chose en moi a fonctionné différemment. On pourrait affirmer que j'ai gelé, mais ce n'est pas tout à fait exact. Cela ressemblait plus à une transition vers un mode de calcul délibéré et silencieux. Je n'ai pas succombé à la rage. Je n'ai pas souhaité riposter instantanément. Au lieu de cela, je suis sorti, j'ai occupé ma voiture pendant une bonne vingtaine de minutes et j'ai contemplé ce que je venais de surprendre. Parce que je n'étais pas simplement en train d'écouter une liaison banale, ma femme était sans équivoque en train de concevoir mon assassinat pour toucher les fonds de l'assurance. Sauf que voici le coup de théâtre ironique. Cette police d'assurance n'était pas simplement un plan arbitraire et nouveau qu'Ellie avait réussi à me faire souscrire. Je l'avais intentionnellement augmenté à un demi-million plusieurs mois auparavant parce que je voulais évaluer quelque chose. Fort bien, permettez-moi de ne pas me précipiter. Permettez-moi de l'élucider séquentiellement. Ellie et moi étions mariés depuis 6 ans, ensemble depuis 8. Nous nous sommes rencontrés à une fête du Nouvel An chez un ami. Une de ces histoires typiques de garçon rencontre fille. Elle était animée, possédant ce sourire assuré. Le genre de femme capable de s'extirper d'une infraction de vitesse ou de persuader les barmen de servir des boissons gratuites. Cependant, au fil des ans, j'ai commencé à observer de petites imperfections. Nos disputes se sont intensifiées. Nos finances étaient perpétuellement tendues. Elle me poussait à améliorer notre logement. Réparer le toit, entretenir la cour, tous ces travaux domestiques. Cependant, elle ne contribuait jamais physiquement elle-même. Et bien que je génère la majorité des revenus, elle me reprochait de ne pas contribuer suffisamment à la maison. Un jour, elle a introduit le concept de l'assurance vie. Elle a affirmé que, compte tenu de notre hypothèque et du toit délabré, nous avions besoin d'une police plus importante en cas de mon décès. Je pouvais discerner la justification superficielle, mais plus elle insistait, plus je devenais sceptique. Je me suis abstenu de tout commentaire immédiat. Cependant, je ne suis pas stupide. J'ai commencé à scruter tous les moments où elle mentionnait avec désinvolture « Oh,
si quelque chose devait arriver ou nous avons besoin d'un plan de secours au cas où tu te blesserais au travail. Cela a engendré une sensation troublante. C'est alors que j'ai souscrit la police. Une police substantielle. J'ai simulé l'ignorance quant à ses véritables intentions. Simultanément, j'ai commencé à dissimuler des fonds dans un compte séparé, accumulant ce que j'ai appelé mon fonds de fuite. Ensuite, Eduardo a emménagé à côté, il y a environ 1 an. Il est amusant de constater à quel point cela a coïncidé avec le moment où Ellie a commencé à insinuer que je ne faisais pas assez d'exercice, suggérant que je devrais me livrer à une activité physique pour éviter une mort prématurée. J'ai réalisé par la suite qu'elle avait probablement été en train de mettre en place le cadre pour que je sois victime d'une sorte d'accident. Cependant, je préfère observer de la périphérie, amassant des informations. La réalité est que je possédais aussi une profonde soif de vengeance qu'Ellie n'a jamais complètement comprise. Mes collègues ont constamment remarqué mon étrange sang-froid. Même adolescent, si quelqu'un m'irritait, je planifiais ma réponse pendant des jours ou des semaines, attendant le moment optimal pour frapper. Je suppose qu'Ellie se croyait rusée, mais elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Ainsi, pour en revenir à cette soirée. J'arrive à la maison, surprends son petit complot et réalise qu'elle est tout à fait résolue à m'assassiner pour l'assurance. Et je n'étais même pas particulièrement étonné. Une partie de moi l'avait anticipé. Finalement, je suis parti silencieusement, et fait le tour du pâté de maison, attendant le crépuscule complet. Ensuite, je suis réapparu, cette fois en frappant à la porte, en m'exclamant « Ellie, tu es là », tout en brandissant la lampe de poche de mon téléphone. Comme prévu, elle ouvre, visiblement décontenancée. Eduardo est posté dans la cuisine, ressemblant à un cerf pris dans les phares. Elle a disposé 2 verres à vin, ce parfum sucré familier que j'associe aux occasions spéciales. « Oh, salut » dis-je, forçant un rire. Je n'attendais pas de visite, mais hélas, il n'y a plus de courant, alors je me suis dit que j'allais chercher des lampes de poche pour nous. Eduardo tousse, butant sur ces mots. Ouais, je suis juste venu, tu sais, vérifier si vous aviez du courant. Chez nous aussi, il est coupé. Hélas, c'est désagréable, hein. Je remarque, en lui tendant une lampe de poche. Enfin bref, tu veux une bière? Il jeta un coup d'œil à Ellie, qui lui lança un bref regard écarquillé. Non, je dois y aller, marmonna-t-il. Ce sera pour une autre fois, hein. Je l'ai laissé partir, puis me suis tourné vers Ellie avec un sourire en coin, pensant, tu ne sais pas que j'ai tout entendu. Nous avons passé les 2 heures suivantes assis à la table de la cuisine à la lueur des bougies, moi me contentant de tripoter mon téléphone et Ellie envoyant des SMS à quelqu'un sur le sien toutes les quelques minutes, probablement pour vérifier si j'étais au courant de leur complot. Elle paraissait visiblement mal à l'aise. J'ai dû réprimer l'envie de ricaner, car je trouvais ça un peu comique. Les jours qui ont suivi ont constitué une masterclass en observation discrète. J'ai scruté chaque action qu'elle a exécutée. Elle a commencé à établir des codes d'accès sur son téléphone. Elle se retirait dans la salle de bain pour recevoir des appels. Elle s'éclipsait pour des dîners de travail. J'ai découvert ce flacon non étiqueté dans son sac à main. Elle a affirmé qu'il contenait des vitamines. J'ai reconnu l'odeur, ressemblant à une forme puissante de somnifère ou de sédatif. Si je devais émettre une hypothèse, ils avaient l'intention de me neutraliser et de mettre en scène une sorte d'accident. Peut-être pendant cette excursion de pêche que j'avais prévue avec mes frères. Ironiquement, cette excursion de pêche était initialement ma propre invention. J'avais demandé à mes frères plusieurs mois auparavant s'ils me fourniraient un alibi si j'avais besoin d'une justification pour être hors de la ville. Ils ont accepté. Ils ignoraient les détails, mais ils me faisaient confiance. Un après-midi, je fouillais dans l'ordinateur portable d'Ellie pendant qu'elle était au travail, et j'ai découvert un historique de recherche contenant des phrases telles que « poison mortel le plus indétectable »,« comment simuler une mort naturelle » et « délai de versement de l'assurance vie ». Son imprudence m'a presque incité à rire. Elle était si arrogante qu'elle ne s'est même pas donné la peine d'effacer son historique de recherche. C'était comme si elle croyait que j'étais trop stupide ou trop préoccupé pour remarquer. Cependant, j'ai commencé à faire des captures d'écran de tout. J'ai acheté des caméras cachées sur Amazon. De minuscules gadgets qui peuvent être discrètement positionnés dans les coins ou sur les étagères. J'ai enregistré ces conversations téléphoniques, ces messages suspects à Eduardo. Maintenant, on pourrait supposer que j'allais directement voir les autorités, cependant, ce n'est pas ainsi que mon intellect fonctionne. Je voulais la ruiner à ma manière.
Je voulais lui démontrer qu'on ne peut pas simplement décider d'éliminer son conjoint et de s'enfuir avec un demi-million de dollars. Cependant, je ne voulais pas seulement la ruiner. Je voulais dévaster Eduardo dans le processus. Je détestais ce sourire suffisant, la façon dont il feignait d'être mon ami, allant même jusqu'à emprunter ma tondeuse l'été dernier tout en planifiant ostensiblement de me détrôner dans mon propre lit. Ainsi, j'ai joué le jeu. J'ai permis à Ellie de croire qu'elle gagnait. Simultanément, j'ai commencé à semer des graines de doute entre eux. Un jour, lors d'un barbecue de quartier, je me suis assuré de complimenter Ellie devant Eduardo, en articulant quelque chose comme « Mon Dieu, chérie, ce haut que tu portais hier soir était tellement séduisant. » Ensuite, je lui ai fait un clin d'œil et je suis parti. Elle a semblé mal à l'aise. Eduardo m'a foudroyé du regard, comme si je venais de la traiter de stripteaseuse. C'était mesquin, mais j'ai savouré ce coup de poignard. Et j'ai commencé à manipuler nos finances de manière subtile. Nous possédions environ 16 000 dollars sur notre compte joint, le dernier vestige de nos maigres économies. J'ai informé Ellie que j'avais une addiction secrète aux jeux d'argent, comme si j'accumulais des paris en ligne. Elle m'a cru, ou a fait semblant, parce que cela ferait de moi une cible encore plus vulnérable. Elle a pensé que cela expliquait pourquoi des fonds disparaissaient. En réalité, je transférais la majorité de cet argent vers un compte caché uniquement à mon nom. « Es-tu sûr de ne pas avoir besoin d'aide ?» m'a-t-elle demandé un soir, en me massant les épaules comme si elle s'en souciait vraiment. « Oui », ai-je répondu doucement. Je rejoins un groupe de soutien. Elle m'a regardé avec une fausse inquiétude. « Je veux juste que tu sois en bonne santé et stable. Tu comprends ? Nous avons un investissement important dans l'avenir. » J'ai failli ricaner. J'étais parfaitement conscient de ce à quoi elle faisait référence. Je me suis assuré qu'Ellie et Eduardo croyaient qu'ils avaient une date limite pour m'assassiner. Tous les 2 jours, je mettais en scène un accident. Je rentrais à la maison avec une contusion au bras, en affirmant que j'avais glissé au travail. Ou je simulais un quasi-accident de voiture, en lui disant qu'un foutu chat avait traversé la rue en courant, manquant de peu de me faire finir dans le fossé. Chaque fois, elle me gratifiait de cette expression appréhensive qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, je pouvais percevoir qu'elle se disait « Ne meurs pas maintenant. » Pas avant que nous ayons finalisé notre plan. J'ai surpris une conversation téléphonique entre Ellie et Eduardo. « Écoute » chuchotait-elle, « nous devons nous en tenir au calendrier. Je me fiche qu'il soit maladroit. Je veux que ce soit bien fait. S'il meurt avant la date officielle, nous pourrions ne pas obtenir la totalité du versement. L'assurance pourrait enquêter, a répondu Eduardo, ajoutant quelque chose à propos de doubler la dose. Le moment venu, j'avais enregistré toute la conversation. Environ une semaine plus tard, j'ai décidé de disparaître pendant 2 jours. Je n'ai rien dit à Ellie. J'ai éteint mon téléphone, garé ma voiture dans un motel dans une ville à environ 1 heure de là, et je me suis détendu en mangeant de la restauration rapide, en parcourant les réseaux sociaux, attendant juste de voir comment il réagirait. Sur mes caméras cachées, j'ai vu Ellie paniquer. Elle a appelé Eduardo au moins 5 fois dans la même journée, frôlant l'hyperventilation. Et s'il est mort quelque part, a-t-elle sifflé? Et si un accident quelconque lui arrivait avant que nous puissions le faire à notre façon? Eduardo semblait nerveux. Cela signifie pas de corps, pas de versement. Ou du moins, l'assurance va vouloir une enquête. Nous sommes foutus. Nous ne pouvons pas réclamer d'argent pour une personne disparue. J'ai failli m'étouffer de rire quand j'ai entendu ça. Ces 2 idiots, ils voulaient que je reste en vie juste assez longtemps pour me tuer à leurs propres conditions. Je suis réapparu 2 jours plus tard, entrant d'un pas léger avec un faux sourire penaud. Je suis allé camper, ai-je dit. J'avais besoin de temps pour me vider la tête. Désolé si je vous ai inquiété. Les yeux d'Ellie ont parcouru mon corps de haut en bas comme si elle cherchait des trous de balles. Tu aurais pu me le dire, a-t-elle dit, la voix tremblant légèrement. Batterie du téléphone déchargée, ai-je haussé les épaules. Pas grave, non? Non, non, tout va bien, a-t-elle bafouillé. J'étais juste inquiète. Des mensonges empilés sur des mensonges. Elle a envoyé un texto à Eduardo pendant que je prenais une douche, et grâce aux caméras, je l'ai vu taper, il est de retour. Mais il y a quelque chose qui cloche. Oui, il y avait définitivement quelque chose qui clochait. Parce que j'allais non seulement survivre. J'allais les écraser. Phase 2. J'ai annulé la police d'assurance vie. C'était le joyau qui lorgnait.
J'ai rempli les documents discrètement, en m'assurant que toutes les confirmations étaient envoyées à mon adresse email privée. Je voulais que cette bombe nucléaire soit prête et attende son heure. J'ai aussi planté des documents sur mon ordinateur portable. De faux documents, faisant référence à un avocat spécialisé dans les divorces, faisant référence à une suspicion d'infidélité, faisant référence au possible complot d'assassinat. Je les ai laissés ouverts accidentellement à plusieurs reprises, laissant Ellie entrevoir l'objet d'un email, quelque chose comme « projet de plan pour une enquête juridique ». La liaison d'Ellie. Un matin, j'ai délibérément laissé mon ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine avec un email concernant l'annulation de l'assurance. Je me suis éclipsé sous la douche, la laissant fouiller. Quand je suis revenu, elle était dans la cuisine à faire des crêpes, ses mains tremblant tellement que la moitié de la pâte était sur le comptoir. « Ça va, chérie ?» ai-je demandé, réprimant un sourire. « Oui » a-t-elle murmuré. « Juste un mal de tête. »« Prends quelque chose pour ça » ai-je dit nonchalamment. « Pas de raison de souffrir. » Elle m'a foudroyé du regard comme si elle essayait de lire mon visage. Elle devait se demander si j'avais découvert son stratagème. Plus tard dans la nuit, j'ai découvert des prélèvements frauduleux sur notre compte joint, des prélèvements que j'avais en réalité effectués sur une seconde carte de crédit avant de rapidement les annuler. J'ai appelé la banque avec Ellie juste à côté, en faisant tout un cinéma. « Oui, je ne reconnais pas ces transactions » ai-je dit fort au téléphone. « Nous devons bloquer le compte immédiatement. » Ellie a pâli. Elle m'a tiré à part dès que j'ai raccroché. « Ça veut dire qu'on ne peut plus toucher à l'argent ?» J'ai haussé les épaules. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ça peut prendre quelques jours, voire des semaines. Ils doivent tout vérifier. Désolé, chérie. Elle a cligné des yeux rapidement, clairement paniquée. Merde. J'ai essayé de ne pas sourire trop largement. Pour les pousser davantage, j'ai envoyé un texto à Eduardo. Eh, mec, on se boit une bière un de ces jours? On ne traîne jamais ensemble, juste toi et moi. Il ne pouvait pas refuser sans avoir l'air suspect, alors il a accepté. On s'est retrouvés dans un bouge miteux du centre-ville qui sentait la vieille cigarette et le regret. J'ai commandé un pichet, joué le rôle du mari confus qui avait besoin d'un ami à qui se confier sur son mariage qui bat de l'aile et ses problèmes de jeu. Il a descendu 3 bières à la suite, ce qui a délié sa langue. J'ai demandé, alors, tu fréquentes quelqu'un en ce moment? Il a regardé autour de lui nerveusement. Pas vraiment. Il y a, tu vois, quelqu'un. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Oh, un béguin secret, hein. Il a gloussé, puis soupiré. Les femmes peuvent être compliquées, tu sais. Tu crois qu'elles veulent une chose, puis elles font volte-face et, enfin. J'ai haussé les sourcils. C'est bien vrai. Il s'est frotté le visage. Laisse tomber. Changeons de sujet. J'ai rempli son verre, puis j'ai mentionné avec désinvolture, mec, je pense à annuler mon assurance vie. Les primes sont dingues, surtout avec mon problème de jeu. Voir la couleur quitter ses joues était inestimable. Tu l'as annulé? Tu es sûr que c'est une bonne idée? J'ai haussé les épaules. Ouais, peut-être que je vais le faire. Peut-être que je l'ai déjà fait. Je verrai bien. Il a commencé à divaguer sur l'importance de l'assurance. On ne sait jamais ce qui peut arriver, tu sais. La vie est imprévisible. J'ai fait semblant de me déconnecter, en hochant la tête. Pendant ce temps, mon téléphone, caché dans la poche de ma veste, enregistrait chaque mot. Quand je suis rentré à la maison, Ellie m'attendait. « Comment s'est passée ta soirée ?» a-t-elle demandé, la voix tendue. « Plutôt bien, ai-je dit. Je suis tombé sur Eduardo, en fait. Il a l'air contrarié à cause d'une fille qui lui prend la tête. Tu sais quelque chose à ce sujet ?» L'expression sur son visage était en or massif, comme si elle savait exactement de qui il parlait, mais qu'elle essayait de le cacher. « Aucune idée, a-t-elle dit, en forçant un rire. Ai-je murmuré en me dirigeant vers la chambre. Bonne nuit, chérie. Le lendemain matin, j'ai accidentellement laissé un autre document ouvert sur mon ordinateur portable faisant référence à l'annulation définitive de l'assurance vie. Cette fois, je suis sorti de la pièce, mais je suis resté derrière la porte entr'ouverte juste pour observer sa réaction. Elle est entrée, a commencé à naviguer, a vu l'email. Sa mâchoire s'est décrochée. Elle a murmuré « Merde, 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 merde ». Puis elle a pris son téléphone et a appelé Eduardo.
J'ai aussi enregistré ça, grâce à la caméra cachée dans le salon. Il a annulé, la police a-t-elle sifflé. On n'aura pas de versement maintenant. Il faut un nouveau plan. Peut-être qu'on attend qu'il la réactive. Ou je ne sais pas. On ne peut pas juste abandonner. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que s'ils me tuaient maintenant, ils n'obtiendraient rien. Ils étaient coincés. J'ai décidé qu'il était temps de faire éclater toute cette mascarade. Un après-midi, j'ai fait asseoir Ellie dans le salon. Elle s'est perchée sur le bord du canapé, les mains jointes, les yeux fuyant dans tous les sens comme un animal acculé. J'ai dit, Ellie, je sais. Elle a dégluti. C'est quoi? Tout. Elle a cligné des yeux rapidement, les larmes lui montant aux yeux. Oh, mon Dieu. Je suis tellement désolée, a-t-elle commencé. Je ne voulais pas. Il m'a séduite, et j'étais seule. Je l'ai coupé. Arrête tes conneries. Je suis au courant de l'affaire, et je demande le divorce. Sa bouche est restée ouverte. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par? C'est tellement soudain. Je peux t'expliquer. Je n'ai pas besoin d'explication, ai-je dit calmement. Tu pars aujourd'hui. J'ai déjà parlé à un avocat. Elle a commencé à sangloter. Je sais. J'ai merdé, d'accord? Je suis allé trop loin. Eduardo me faisait chanter. Il a menacé de tout te dire si je ne continuais pas à le payer. Je te jure, je ne voulais pas que ça dégénère. J'ai failli éclater de rire. Elle le présentait comme le méchant, prétendant qu'elle était la victime. Elle n'a jamais admis le plan d'assassinat, mais j'ai hoché la tête, en faisant semblant d'être convaincu. Prends tes affaires, ai-je dit froidement. Va chez ta sœur ou quelque chose comme ça. On parlera des détails plus tard. J'en ai fini. Une fois qu'elle était hors de la maison, j'ai trouvé son petit carnet. Caché derrière notre commode, rien de moins. À l'intérieur, il y avait des pages de notes méticuleuses sur la façon de simuler mon accident. Des références à des poisons cachés, des dates et heures potentielles. Elle avait écrit des puces, comme désactiver les canalisations de freinage, utiliser la sédation. Partie de pêche, signe égal. Scénario parfait. J'ai pris des photos de chaque page. Puis j'ai envoyé un texto à Ellie. Retrouve-moi demain au café de la 6e rue. Midi non négociable. Nous nous sommes rencontrés dans ce café. Lumière vive, beaucoup de monde autour. Elle avait l'air d'une épave. Des cernes sous les yeux, les cheveux en bataille. À peine assise, elle s'est mise à pleurer. Je jure que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je me suis juste laissé entraîner dans quelque chose de plus grand. Je l'ai interrompue en faisant glisser le carnet sur la table. Elle s'est figée, l'a ouvert en sursaut, découvrant sa propre écriture. Tu veux bien m'expliquer, ai-je demandé. Elle a laissé échapper un petit rire étrange, le genre qu'on entend chez quelqu'un au bord de la crise de nerfs. C'était juste une idée stupide. Je réfléchissais à un roman. Oh mon Dieu, tu ne comprendrais pas. Je l'ai fixé du regard. Ellie, je t'ai entendu avec Eduardo. J'ai vu ton historique de recherche. J'ai trouvé ta bouteille de sédatif. J'ai enregistré tes appels téléphoniques. Ne te moque pas de moi. Elle a expiré bruyamment. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis la panne d'électricité, ai-je répondu, en me penchant en arrière sur ma chaise. Elle a pressé ses doigts sur sa tempe, les yeux remplis de larmes. Je pensais que tu étais trop stupide pour comprendre. Tu as toujours semblé si distant, si ignorant, à t'enterrer dans ton travail. C'est pour ça qu'on t'a choisi. Ai-je insisté, en haussant un sourcil. Elle a dégluti. Lui et moi. On pensait que tu ne te défendrais pas ou que tu ne remarquerais rien. Mon Dieu, comme nous avions tort. J'ai acquiescé. Puis j'ai sorti 2 ensembles de documents. Le premier était un épais dossier contenant toutes les preuves que j'avais rassemblées, des captures d'écran, des transcriptions audio, tout le tralala. L'autre était un simple jeu de papier de divorce, me donnant tout. J'ai fait glisser les papiers de divorce vers elle. Option numéro 1, tu signes ça, tu t'en vas avec juste tes vêtements, ta voiture, et peut-être de quoi payer un petit motel. Option numéro 2, je porte ce dossier à la police et toi et Eduardo pouvez parler de votre grand plan dans un tribunal. Elle m'a regardé fixement, les larmes coulant sur ses joues. Tu ne peux pas.
Tu n'es pas sérieux. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé en retour. Après un long moment, elle a laissé échapper un soupir tremblant, a pris le stylo et a signé. Une fois qu'elle a eu terminé, elle a chuchoté, « Tu te rends compte que ça veut dire que je n'ai plus rien, n'est-ce pas ?» C'est exact, ai-je répondu. Maintenant, sors de ma vue. Je n'en avais pas fini. J'ai envoyé à Eduardo un enregistrement modifié, quelques passages d'Ellie parlant de lui, le dénonçant, le faisant passer pour l'agresseur. J'ai ajouté un message. Astérisque, je me suis dit que ça pourrait intéresser Astérisque. Astérisque PS. Si tu ne quittes pas la ville, je présenterai le reste à la police. Astérisque sous 24 heures, il avait mis sa maison en vente. Il a envoyé à Ellie un SMS rempli d'insultes. Je les ai vus dans les journaux d'appel. Il l'a traité de serpent manipulateur, a dit que c'était elle qui avait tout orchestré, qu'il n'avait jamais eu l'intention que ça aille aussi loin. Je suppose que deux narcissiques engagés dans une conspiration finiront inévitablement par se retourner l'un contre l'autre. Jusqu'à présent, vous auriez pu me percevoir comme un simple conjoint lésé cherchant habilement une vengeance. Mais c'est là que le récit prend une tournure plus sombre. Car, en réalité, elle complotait pour me tuer. Cependant, je les ai aussi manipulés tous les deux depuis le tout début. Plus la police d'assurance était élevée, plus le piège était élaboré. Ellie a toujours été rusée, mais j'ai reconnu son potentiel de trahison dès le premier jour. Dès l'instant où elle a suggéré que nous augmentions cette police, j'ai commencé à orchestrer ce stratagème complexe pour la démasquer. J'ai alimenté l'animosité, introduit une discorde subtile dans notre mariage afin qu'elle ait une justification pour chercher de l'affection ailleurs. Spécifiquement, Eduardo. Lorsqu'il a emménagé à côté, j'ai veillé à être exceptionnellement amical. Je lui ai prêté des outils, plaisanté sur la vie, et l'ai mis à l'aise. J'ai pratiquement déroulé le tapis rouge pour qu'il s'immisce dans mon mariage. Ensuite, j'ai méticuleusement documenté chaque SMS, chaque invitation à dîner, chaque réunion clandestine. Alors, oui, j'étais le véritable marionnettiste dans ce scénario. Le fait qu'ils aient l'intention de me tuer n'a fait que valider mes soupçons. J'ai ressenti une satisfaction perverse parce qu'ils sont tombés directement dans le piège que j'avais tendu. Environ une semaine après la signature des papiers de divorce, j'ai reçu un appel téléphonique d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'étais à la maison, à siroter une bière, ressentant ce mélange de triomphe et de vide. « Allô » ai-je répondu. « C'est moi. » La voix d'Ellie était rauque et frénétique. J'ai expiré. « Qu'est-ce que tu veux ?» Ces mots ont jailli dans la panique. On conduisait, Eduardo et moi. On quittait la ville. On a eu un accident. C'est grave. Je suis. Oh, mon Dieu, je crois qu'il est en train de mourir. Et je suis coincé sur le siège passager. Mes jambes sont bloquées. Je suis resté silencieux, me contentant d'écouter le son de sa respiration lourde. Elle a continué, on a fait de l'aquaplaning ou quelque chose comme ça. Il a perdu le contrôle. On a fait un tête-à-queue, on a heurté la glissière de sécurité. Il hurlait. Et puis il ajuste. Il est inconscient. J'ai visualisé la scène. Le ciel nocturne, le métal tordu, l'odeur de l'essence qui fuit. Le visage d'Eduardo fracassé contre le volant, et je n'ai rien ressenti. « Où êtes-vous » ai-je demandé. « Sur une autoroute » a-t-elle dit, sa voix tremblant. Je ne vois même pas un panneau. Mon téléphone est à 10%. Tu dois appeler une ambulance. S'il te plaît, tu dois m'aider. J'ai pris une longue gorgée de ma bière. Tu veux sérieusement mon aide maintenant? Après tout ce qui s'est passé? Un sanglot la suffoqua. Je suis désolé, d'accord? Mais je suis coincé ici, et lui, il ne bouge plus. Je serrai les lèvres. Un calme étrange m'envahit. Vous avez essayé de me tuer. Ellie, ça ne devait pas se passer comme ça. Elle gémit. J'étais désespéré, je te jure. Il m'a poussé. Il m'a menacé. Je l'interrompis. Je te l'ai déjà dit. Arrête tes conneries. Et tu sais quoi? C'est peut-être juste le karma. Tu es coincé dans le siège et ton nouveau petit ami est en train de se vider de son sang. Pour moi, c'est une blague cosmique. Elle laissa échapper une respiration tremblante, à moitié sanglot, à moitié halètement. Tu ne peux pas être sérieux. Tu vas juste me laisser ici pour mourir?
Ne fais pas ta dramatique, dis-je. Appelle les secours toi-même. À mon avis, quelqu'un d'autre va bien finir par passer. Sa voix se brisa. S'il te plaît. J'ai tellement peur. Je fis une pause, laissant le silence s'installer. Peut-être que tu devrais. Et puis, je raccrochai. Je restai là un moment, le téléphone à la main, sans ressentir la moindre culpabilité. Je n'étais pas le héros. Je ne l'avais jamais été. Ellie avait peut-être orchestré ma disparition avec Eduardo, mais c'était moi qui avais orchestré la leur depuis le début. Après cet appel téléphonique, je pris une autre gorgée de ma bière et fixai la fenêtre du salon. La rue était sombre et silencieuse. S'ils survivaient à cet accident, ce serait un miracle. Je n'allais pas être celui qui les sauverait. Pas après tout ce qu'ils avaient fait ou tenté de faire. J'ai fini par appeler les secours, après environ 10 minutes passées à contempler la situation. J'ai dit au répartiteur que j'avais reçu un appel aléatoire d'une femme hystérique affirmant avoir eu un accident sur une autoroute près de la limite de la ville. Je ne savais pas exactement où, mais je leur ai donné une estimation. Je n'ai jamais mentionné quelle était ma femme. Puis j'ai pris une douche, je me suis rasé et je suis allé me coucher. J'ai dormi profondément. Quand je me suis réveillé, je n'avais aucun appel manqué. Mon téléphone était silencieux. Pendant un instant. J'étais curieux de savoir si Ellie avait survécu ou si elle était allongée sur un lit d'hôpital quelque part. Mais surtout, je me sentais soulagé. J'avais déjà entamé la procédure de divorce, saisi la maison et sécurisé les finances. J'étais libre. J'ai appris les détails plus tard, lorsqu'une connaissance commune m'a envoyé un texto, « Putain, tu as entendu parler de l'accident d'Eduardo ? Les gens disent qu'Ellie était avec lui. » J'ai répondu, « Aucune idée, mec. Je n'ai pas de nouvelles d'elle depuis des jours. » À midi, les réseaux sociaux en parlaient déjà. Grave accident sur l'autoroute. Le conducteur est décédé sur place. La passagère était dans un état critique. Je n'avais besoin de personne pour confirmer qu'il s'agissait bien d'Eduardo à la morgue. Cet après-midi-là, en sirotant mon café dans ma cuisine silencieuse, j'ai expiré lentement. Je n'étais pas fier d'avoir plus ou moins tout mis en place pour qu'ils échouent, mais je ne le regrettais pas non plus. Ellie ne saura peut-être jamais à quel point j'avais tout orchestré. La police d'assurance gonflée était en partie mon idée, mais elle a mordu à l'hameçon et a prévu de me tuer pour cela. Eduardo s'est fait manipuler des deux côtés. Maintenant, il était parti. Quand mon téléphone a finalement sonné et que j'ai vu le nom d'Ellie s'afficher, j'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a été la plus forte. J'ai appuyé sur accepter. Ouais, espèce d'enfoiré, râla-t-elle. Sa voix était faible, comme si elle avait avalé des éclats de verre. Il est mort. Eduardo est mort. Et toi, tu es vivante, demandai-je, impassible. Elle laissa échapper un rire rauque. À peine. J'ai les côtes cassées. Mes jambes brisées. Les médecins disent que j'ai de la chance, mais je n'ai pas l'impression d'en avoir. Pourquoi tu as appelé ? Un silence crépita sur la ligne. Puis elle dit, on aurait pu arranger ça. Si tu n'avais pas annulé la police d'assurance, si tu n'avais pas tout chamboulé, rien de tout cela ne serait arrivé. Je laissai échapper un bref éclat de rire. Tu crois vraiment que c'est de ma faute si ton plan pour me tuer a mal tourné ? Elle aspira une bouffée d'air. On n'aurait pas eu besoin d'en arriver là si tu avais juste. J'interrompis, ma voix calme. Écoute, c'est toi qui as mis la barre plus haut. Tu as essayé de m'assassiner pour de l'argent. Ne réécrivons pas l'histoire. Un autre silence tendu. Tu savais tout depuis le début, murmura-t-elle. Tout ce jeu de la gentille, du soutien, pendant que tu étais en train de me baiser. Je haussai les épaules, même si elle ne pouvait pas me voir. On fait ce qu'on a à faire, non ? Au fait, la prochaine fois que tu voudras planifier un meurtre, choisis quelqu'un qui n'a pas 10 longueurs d'avance. C'est un conseil gratuit. Elle exhala une respiration tremblante, comme si elle était sur le point de craquer à nouveau. J'espère que tu es satisfait, espèce de salaud. Tu as tout eu. Je suis allongé ici dans un lit d'hôpital avec un petit ami mort et sans argent. Ça fait quoi ? Je fis une pause, laissant les mots s'imprégner. Puis je dis, on dirait le karma, Ellie. Puis je raccrochai. Je fixai le téléphone pendant un long moment. Me souvenant ?
réfléchissant au chemin tortueux qui nous avait menés ici. Je me suis souvenu du jour de notre mariage, de son sourire dans sa robe blanche, de ses vœux d'être ensemble pour toujours. Je me souviens avoir pensé ce jour-là que je ferais n'importe quoi pour me protéger du chagrin d'amour. Et apparemment, n'importe quoi s'est avéré être un jeu d'esprit élaboré, aboutissant à la ruine de nous deux. Oui, elle avait prévu de me tuer, mais c'est moi qui ai orchestré sa chute. Si cela faisait de moi un méchant, qu'il en soit ainsi. Ce n'était pas l'histoire d'un pauvre mari échappant à sa femme meurtrière. C'était l'histoire de deux individus impitoyables se marchant sur les pieds, avec l'un d'eux émergeant vainqueur. Moi. Dans les jours qui suivirent, le rapport officiel fut rendu. La cause du décès d'Eduardo était un traumatisme contondant massif consécutif à l'accident. La police ne suspectait pas d'acte criminel. La route était glissante à cause de la pluie, et il roulait vite. Quant à Ellie, elle était alitée à l'hôpital, immobilisée pour un bon moment en raison de ses blessures. Notre divorce était déjà en cours. Mon avocat m'a envoyé un message pour me dire que tout se déroulait sans problème. Elle ne pouvait pas contester les termes car nous avions un accord signé, et avec la disparition d'Eduardo, elle n'avait plus d'arguments. Dans le quartier, les gens disaient que le pauvre Eduardo avait été victime d'une tragédie et qu'Ellie était une passagère malchanceuse. Personne ne me demandait de détails, car nous vivions tous dans l'ombre de ce fiasco. Je ne dévoilais aucun secret. Qu'ils spéculent. J'ai vendu la maison un mois plus tard. C'était un endroit rempli de souvenirs dont je ne voulais pas. Les gens pourraient s'étonner que je parte si tôt, mais je m'en fichais. Avec l'argent de la vente, plus les fonds que j'avais mis de côté, j'ai acheté un appartement plus petit dans un quartier plus agréable de la ville. Ellie a essayé de me contacter une fois de plus depuis l'hôpital. Une histoire larmoyante sur le besoin de financer sa rééducation. J'ai bloqué son numéro. Elle a essayé d'envoyer des emails, alors je les ai filtrés directement dans les spams. Pour autant que j'étais concerné, elle avait cessé d'exister. Si vous vous demandez si j'ai des remords, la réponse est compliquée. Je ne reste pas éveillé la nuit à pleurer. Je suppose qu'il y a un certain vide, mais pas pour elle. C'est plutôt cette étrange sensation de vide que l'on ressent lorsque la dernière pièce du puzzle s'emboîte et qu'il n'y a plus de raison de continuer à jouer. J'ai envisagé une thérapie. Peut-être que j'irai un jour, pour parler à un professionnel de la façon dont j'ai calmement orchestré la chute de ma propre femme et de son amant secret. Mais pour l'instant, je suis content dans mon appartement tranquille, me rappelant parfois l'expression sur le visage d'Ellie le soir de la panne de courant, ou entendant le bégaiement dans la voix d'Eduardo lors de notre dernière bière. Une partie de moi se demande si cela aurait pu se terminer différemment si Ellie ne s'était pas accrochée à l'idée de m'assassiner pour un demi-million de dollars. Mais je soupçonne que cela se serait mal terminé de toute façon. Nous étions tous les deux tordus à notre manière. Elle n'a juste pas vu à quel point j'étais tordu avant qu'il ne soit trop tard. Jeg vil bare lige sige, jeg tror, jeg starter forfra i handstand og lige gennemfører det en gang mere, før du har klaret det. Med venlig hilsen, Clint, vi ses. Jeg skal lige hurtigt teste noget. Bare fordi, hvis nu jeg går herind, ikke? Og så jeg går herind. Og så herind, og så er det noget med, så kan jeg gå herned og report. Hvad skal vi report for? Gå ud af min stream, din ost. For helvede, mand. Jeg synes, det er god. Tak for det, Kokos. Jeg har den her. Skal vi på med noget Gracie Abrams, eller hvad? Jeg har den her grotte nu. Hvis ikke, okay, skal der være et forfeit, hvis jeg ikke er klar mit peak her? Hvad skal jeg så? Gennemfør Elden Ring. Hold din kæft. Det sker jo ikke, Sinks.
Limegrønt hår. Okay, altså, det er jo sådan noget, jeg ikke engang kunne finde på at sætte på 3000 subs, altså. Snæve fly. Hold nu kæft. Elsker, når Clint bliver toxic. Hvad har han sagt? Er det, han har skrevet herinde, du synes, der er toxic, eller hvad? Jeg kan sgu godt forstå det, jeg havde gjort det samme. Ja, nå. Ja, det er fint nok. Hvis jeg var foran en, som jeg kunne tease, så havde jeg sat mig og gjort det. Altså, jeg er jo i en lortig situation lige nu, fordi jeg kender jo kun mig Clint, der spiller det. Så hvem ser dårligst ud lige nu? Er det mig, eller er det Clint, der lige har gennemført spillet? Jeg ved da godt, hvad jeg havde sagt her. Jeg husker umiddelbart, at du var ret respektfuld over for Liva. Nej, jeg blev ved med at sige, om hun ikke skulle videre, at det var nemt at gennemføre. 12 timer var absurd og sådan noget. Det er det jo også, by the way. Altså, jeg har jo gennemført det her længe end 12 timer, men hey. Nu skal jeg lige lade være med at falde ned til en af de økser her. Skal vi starte der? Det er jo ikke ægte. Jeg tror ikke, jeg kan holde til mere. Jeg håber lidt, han drukner i det vand her, for at det ikke er sådan helt løgn. Nu er du ikke så god mere. Jeg har brug for noget motivation. Jeg skal hente en kaffe. Og så regner jeg med motivation fra jer. Så har jeg noget motivation. Lidt waterboarding af Frank. Jeg kan lide det. Jeg blev waterboardet i Shaker Sport i går. Hvis der er noget, jeg gerne ville lige nu, så var det at blive druknet i en balje med Shaker Sport og blive suffocated af en sød dame. Og så har jeg ikke sagt for meget. Men holy fuck, det er jo ikke for børn, det spil her.